Alors, je vais commencer en fait par la fin, c'est-à-dire 10 propositions pour l'avenir pour des organisations qui veulent s'engager dans un changement radical et en tenant compte de l'expérience grecque. Alors, première recommandation, je dirais, il faut absolument affirmer en tant que force politique qui prétend accéder au gouvernement qu'elle désobéira à l'Union européenne et à la Commission européenne si elle devient gouvernement. La leçon clé de la Grèce, c'est qu'il faut absolument désobéir à la Commission européenne et qu'il faut l'avoir dit avant. Dans le schéma qu'a suivi Alexis Tsipras, et pas seulement lui, y compris Varoufakis et Syriza qui s'est engagé là-dedans, c'était on peut faire ce qu'on prétend réaliser comme rupture avec l'austérité tout en acceptant le cadre européen et la discipline budgétaire. Donc désobéir, ça veut dire, premièrement, dire nous ne nous engageons pas à l'équilibre budgétaire, nous ne nous engageons pas à un superavit primaire. Vous savez, le superavit primaire, ça consiste à, avant le paiement de la dette, avoir dégagé plus de recettes que de dépenses. Donc, non, pas être en équilibre, mais être en surplus, de manière à libérer une marge pour le paiement de la dette, et il faut absolument comprimer les dépenses. Bon, donc il faut dire très clairement l'équilibre budgétaire et le superavit primaire, nous ne le réaliserons pas et c'est délibéré parce que il faut un déficit, il faut augmenter largement les dépenses publiques pour relancer l'activité économique, pour engager la transition écologique et pour rétablir une série de droits. Deuxième engagement à prendre, s'appuyer sur la mobilisation populaire. Je pense à ça, y compris, mais je reviendrai tout à l'heure là-dessus, à partir du bilan du gouvernement d'Alexis Tsipras, qui a refusé de s'appuyer et d'appeler à la mobilisation populaire, et quand il y a appelé via le référendum du 5 juillet, a décidé tout de suite après de tourner le dos et de ne pas respecter le verdict populaire. Troisième recommandation très forte, c'est de dire tout gouvernement, enfin toute force politique qui prétend accéder au gouvernement doit s'engager à réaliser un audit de la dette avec participation citoyenne et dans certains cas, c'était le cas de la Grèce, s'engager à suspendre le paiement pendant la réalisation de cet audit. C'est pas nécessairement la suspension du paiement de la dette n'est pas nécessairement un acte immédiat auquel recourir dans toutes circonstances dans tous les pays européens. Mais dans le cas grec, c'était évident et j'en dirai quelques mots tout à l'heure pourquoi il fallait recourir à la suspension du paiement de la dette. Mais en tout cas, l'audit comme mécanisme unilatéral pour déterminer, identifier quelle partie de la dette est légitime et quelle partie ne l'est pas et du coup ne doit pas être payée. Quatrième mesure extrêmement importante, immédiatement le contrôle des mouvements de capitaux. Je n'ai pas le temps de développer, mais vous savez comme moi que ça n'a pas été appliqué par le gouvernement de Tsipras, sauf lorsque, asphyxié au niveau du système financier, à partir du 30 juin, ça a été imposé de fait par la BCE et l'Eurogroupe. Cinquième mesure, la socialisation des banques. C'est une mesure extrêmement forte à prendre, et il faut s'engager à la prendre. C'est-à-dire transférer dans le secteur public les banques privées. Ce qui a été fait sous une certaine forme à la Libération ici
après la Seconde Guerre mondiale. Les sociétés d'assurance et les banques françaises ont été nationalisées. Nous avançons, ou j'avance le terme de socialisation avec des camarades comme Patrick Saurin, mais aussi on a signé un texte avec Stathis Kouvelakis là-dessus. C'est-à-dire socialisation, ça implique pas simplement transférer la propriété à l'État, mais en fait c'est une volonté de transférer à la société avec réduction radicale de la taille des entités bancaires devenues publiques pour pouvoir assurer directement un contrôle citoyen sur ces nouvelles entités bancaires qui doivent en fait fonctionner dans le cadre d'un véritable service public. 6e mesure, s'engager à lancer une monnaie complémentaire. Donc ça c'est difficile d'expliquer techniquement ici, mais il est tout à fait possible à partir de l'État de créer une monnaie complémentaire non convertible, complémentaire donc à la monnaie principale en circulation qui est l'euro, une monnaie complémentaire qui sert à toute une série de transactions et d'activités économiques à l'intérieur du pays. Avec comme possibilité dans certains pays, je dirais, dans l'option, je dis, pour tous monnaie complémentaire et pour un certain nombre d'entre eux, dans les priorités, la sortie de la zone euro. Ce qui implique de lancer un débat dès maintenant dans la société et en tant qu'organisation de gauche sur ce que voudrait dire la sortie de l'euro. Pour moi, dans des pays comme le Portugal, la Grèce, l'Espagne, la sortie de la zone euro est une option à prendre et à annoncer comme une des mesures prioritaires. Mais en cas de sortie de la zone euro, ça fait un bout de temps que j'avance ce que je vais dire et qui ne trouve pas, je trouve, assez d'écho par rapport aux partisans de la sortie de la zone euro. Pour moi, à partir du moment où on revient sur une monnaie souveraine, il s'agit de réaliser une réforme monétaire redistributive. Cela veut dire, très concrètement, dans le cas de la Grèce, si on passe de l'euro au nouveau drachme, le nouveau drachme, il n'a pas la même parité pour tout le monde. Pour donner un exemple, jusqu'à 200 000 euros qu'on apporte en liquide pour changer contre des drachmes, ça peut être 200 000 euros contre 200 000 nouveaux drachmes. Mais si on apporte 100 000 de plus, c'est un taux différent. C'est 0,8 nouveaux drachmes contre 1 euro. Si on apporte 1 million d'euros, on a 0,1 drachme pour la tranche finale, la tranche supérieure. C'est-à-dire qu'avec une telle réforme monétaire, au moment du passage et de l'échange, dans une situation où on a bloqué les mouvements de capitaux et donc les sortir, c'est-à-dire qu'on fait une répartition de pièces liquides en la redistribuant, c'est-à-dire au détriment de ceux qui ont le plus de liquidité. 7e mesure clé, réforme fiscale radicale. Je ne vais pas la développer, c'est tellement évident pour tout le monde ici, donc il n'y a pas à discuter là-dessus. 8e, déprivatisation, évidemment, renforcement des services publics. La déprivatisation, ça doit se faire avec l'achat pour 1 euro symbolique, et si on est passé à la nouvelle monnaie, pour un drachme, pour un nouveau drachme symbolique. Vous savez que des sociétés privées et des banques ont demandé elles-mêmes à être achetées à l'euro symbolique tellement elles étaient en perte à un certain moment pour être assainies. On va leur appliquer. 9e mesure, c'est évidemment des mesures du type réduction du temps de travail avec maintien des salaires, abrogation d'une série de lois antisociales, adoption de lois pour régler la crise des dettes privées et individuelles. Une chose tout à fait qui m'a impressionné dans le bilan, il y a un bilan sur lequel je vais revenir, mais en discutant avec Zoé Constantopoulos au mois d'octobre, on repassait des choses, on repassait ce qui s'était
qui était arrivée depuis 4 ans. Elle me dit, mais tu sais, Eric, en 2012, j'ai avancé pour Syriza un projet de loi qui consistait, par voie légale, à annuler toutes les dettes des ménages qui sont en dessous d'un tel niveau de revenu annuel. Et je lui ai dit, mais quand tu étais président du Parlement grec et avec une majorité, vous n'avez pas repensé à resoumettre cette loi qui avait été rejetée en 2012? Eh bien non, ça n'avait pas été discuté dans Syriza. Or, il y a des mesures, je veux dire, des mesures par voie légale. Vous imaginez bien, vous prenez l'Espagne, où il y a eu 300 000 ordres d'exécution, d'expulsion des maisons, des habitations, pour incapacité de paiement de la dette, ce qui n'a pas eu lieu en Grèce, parce qu'il y a encore la loi qui a été changée maintenant, protégeait encore, comme la loi, à la différence de la loi espagnole qui ne protège pas les ménages dans l'incapacité de paiement. Donc jusqu'il y a peu, la loi grecque protégeait assez fortement les ménages avec des dettes hypothécaires. Mais il y a donc une série de mesures à prendre dans une série de pays. J'ai cité l'Espagne parce que si Podemos doit s'engager à prendre des mesures, elle doit notamment s'engager à prendre des mesures fortes pour mettre fin tout à fait aux expulsions de logements. Et mon 10e point, c'est tout à fait clé, s'engager à ouvrir un processus constituant. C'est passé totalement à la trappe dans les débats autour de ce que pouvait faire Syriza. C'était évacué, ça n'a jamais fait partie... Si, ça fait partie du programme électoral de 2012, et puis ça a disparu complètement des propositions. Alors, donc ça, c'est parce que je voulais commencer par la fin, une série de mesures. Mais évidemment, j'ai dit, c'est schématique, c'est argumenté sur la base de la faisabilité, du rapport de force dans les différents pays, etc. Mais si on veut en même temps constituer un rapport de force en tant que force politique, il faut avoir des propositions qui sont cohérentes et qui peuvent obtenir un appui légitime qui amène la population à être tout à fait disposée à des affrontements et au coût que ça peut avoir, mais pour la réalisation de ces engagements. J'ai été engagé à fond dans la question de la dette, et à partir pour la Grèce, concrètement à partir de la fin de l'année 2010, on a eu des contacts, Kostas Lapavitsas et moi, pour lancer un audit citoyen de la dette, et les contacts remontent à novembre-décembre 2010. Dans le même temps, une députée du PASOK, Sofia Sakorafa, qui avait rompu avec le PASOK en rejetant le mémorandum, elle-même était convaincue de la nécessité de l'audit de la dette et de la remise en cause du paiement de la dette, et elle était intervenue au Parlement grec en décembre 2010 en faveur de l'adoption d'une loi pour l'audit de la dette sur la base de l'exemple de l'Équateur. Et on a lancé, à partir de mars-avril 2011, l'audit citoyen de la dette en Grèce, avec notamment le film d'Eptocratie, réalisé par des cinéastes que vous connaissez sûrement, Haris Aristofanou et d'autres, dans le cadre de la préparation de ce lancement de l'audit citoyen de la dette grecque, avec comme nom, l'organisation s'appelait LE. On a réalisé une conférence à l'université d'Athènes avec 3000 personnes en mai 2011, et comme mentionnait Statis, le grand mouvement d'occupation des places de juin-juillet 2011, l'initiative d'audit citoyen a eu un écho sur les places publiques à Athènes à ce moment-là. Quelque part, ça a percolé dans Syriza, et dans la campagne électorale pour mai 2012, la proposition de suspension du paiement de la dette pendant la réalisation d'un audit de la dette faisait partie d'une quarantaine de mesures avancées dans le désordre par Syriza. Si vous reprenez
Je crois que dans la rédaction du texte même grec, Statis le connaît beaucoup mieux que moi évidemment, on ne parlait pas de 40 points, mais ça a été vulgarisé dans d'autres langues en disant le programme en 40 points de Syriza. Et dans les 40 points, en fait, on trouve tout. Grosso modo, les 10 mesures clés que j'ai proposées, d'une certaine manière, elles se retrouvent dans les 40 points avec lesquels Syriza s'est présenté aux élections de mai 2012. Sauf que ce n'était pas articulé dans une proposition, c'était plutôt un catalogue à la Trois Suisses ou à la Prévert d'une série de mesures sans hiérarchisation et sans véritable articulation. Et euro mis à part. Donc la mesure dont j'ai parlé sur l'euro étant mise de côté dans ce programme des 40. Ce qui est très important, c'est que entre les deux tours des élections de mai et de juin, quand Tsipras a dû formuler en 5 points ce qu'il proposait aux partis anti-austérité pour constituer un gouvernement, dans les 5 points, il a mis l'audit de la dette avec la suspension du paiement. Donc quelque part, pour tout le travail qui avait été fait depuis 2010, on avait l'impression d'atteindre enfin en Europe une situation où une force de gauche qui allait pouvoir à un moment donné entrer dans un gouvernement allait s'engager clairement là-dessus. Maintenant, les choses ont véritablement tourné très vite. J'en ai été témoin en octobre 2012 parce que j'ai eu une conversation en tête-à-tête avec Tsipras. J'avais été invité par le premier festival de la jeunesse de Syriza et on tenait un meeting, lui et moi, avec un dirigeant des mineurs des Asturies, parce que les mineurs des Asturies étaient en lutte à ce moment-là, et on s'était rencontrés la veille pendant 1h30 pour discuter. Je me suis rendu compte en octobre 2012, bon, d'abord, avant de le voir, je vérifiais ce qu'il disait depuis juin, qu'il avait mis fortement de l'eau dans son vin, et comme je l'ai interpellé là-dessus, je me suis rendu compte qu'effectivement, il avait décidé délibérément de mettre de l'eau dans son vin, parce qu'il m'a dit Rick, mais notre proposition en 5 points tient toujours, mais il me l'a dit sur un tel ton qu'il était évident que ça tenait plus qu'à un fil et qu'en réalité ça ne tenait plus, à mon avis. Ça c'était octobre 2012, la discussion c'était entre Tsipras, John Milios qui était un de ses principaux conseillers économiques à l'époque et moi-même. Et puis on s'est revus en octobre 2013. Et là, ça a été encore plus clair, parce que on venait d'avoir des révélations sur le fait qu'on avait maintenant la preuve que le FMI avait violé ses statuts le jour où il a adopté le prêt du mémorandum de mai 2010, le 9 mai 2010, et la veille où je voyais Tsipras, on avait la preuve publiée par le Wall Street Journal. Et donc je lui dis, tu as un argument en béton pour remettre en cause la légalité de la dette grecque. Et il m'a dit, écoute, le FMI est divisé, il y a une division entre l'Union européenne et le FMI, donc c'était plutôt utilisons le FMI comme allié face à la Commission européenne, et bien sûr il peut continuer quelque part ou reprendre ce jeu-là, puisque il y a 6 mois, 8 mois, il a parlé d'exclure le FMI, et puis maintenant comme le FMI parle de réduction de la dette nécessaire, de nouvelles évolutions sont possibles. Ce qui était frappant aussi pour moi, après la grande victoire électorale de 2012, c'est que Tsipras n'ait pas décidé de faire une tournée de mobilisation dans le pays. C'est tout à fait frappant, parce que quand on étudie, y compris l'histoire grecque, que Statis et que beaucoup d'entre vous connaissent sûrement mieux que moi, mais Georges Papandréou, le grand-père, a fait une tournée dans les campagnes dans les années 30, de mobilisation des paysans. Andreas Papandréou, avant le coup des colonels, avait fait une grande campagne dans le pays, et puis après pour gagner les élections du début des années 80. Donc il y a une tradition à partir soit dans une campagne électorale, soit après, de faire une tournée généralisée dans le pays,
Donc ça, c'est pas appelé à la grève générale. Il n'y avait plus le moyen de faire des grèves générales en 2012 et les gens attendaient de pouvoir traduire dans les urnes les actions qu'ils avaient menées dans la rue et dans leur entreprise et qui n'avaient pas abouti. Mais par contre, une énorme tournée de meetings, certainement, aurait pu produire des résultats tout à fait intéressants. Et Tsipras a décidé de ne pas le faire et de se lancer dans une tournée internationale où ses interlocuteurs principaux, c'était se rendre à Washington voir le FMI, c'était se rendre à Berlin voir Schäuble, c'était aller en Amérique latine, mais pas n'importe où, c'est-à-dire aller voir Dilma à Brasilia et aller voir Cristina Fernandez à Buenos Aires et décider d'éliminer dans sa tournée Chavez au Venezuela et surtout de ne pas aller voir Rafael Correa en Équateur. Tout ça, évidemment, dans une logique de, face aux médias grecs qui l'attaquaient, ne surtout pas donner l'impression qu'il allait du côté radical. La presse disait qu'il avait la photo de Chavez dans son bureau, mais il ne fallait surtout pas qu'il aille voir Chavez. Et surtout pas parler de Rafael Correa. Par contre, Dilma Rousseff était, et Lula était un excellent exemple pour lui. Le programme de Thessalonique. Le programme de Thessalonique, c'est la quadrature du cercle. C'est de dire, on va rompre avec l'austérité tout en garantissant le respect du budget 2015 tel que rentré par Samaras. Absolument impossible. Mission impossible. Et ce qui est pour moi tout à fait inquiétant là, et donc c'est pas non plus une critique comme ça, parce que c'est visiblement la plateforme de gauche a pensé que dans Syriza que le programme de Thessalonique pouvait être un point d'accord, parce qu'il y avait la question du rejet de l'austérité, tout à fait. Mais si vous rejetez l'austérité, vous prétendez rejeter l'austérité et dire je respecte le budget 2015, c'est-à-dire que toutes les mesures pour lutter contre la crise humanitaire vont être contrebalancées par d'autres mesures, vous ne pouvez pas être sérieux, parce que vous n'êtes pas capable, comme gouvernement, sur une même année, même si vous faites une réforme fiscale radicale pour faire payer les riches, réussir à faire rentrer suffisamment la première année dans votre budget de quoi financer des réformes sociales parce que vous avez suffisamment de nouvelles recettes, ça ne marche pas. En plus, si vous avez décidé de ne pas taper sur les riches, ce qui était le cas dans le programme de Thessalonique et dans l'orientation de Tsipras. Parce que finalement, mais je crois que Statis et moi, on est tout à fait d'accord là-dessus, on en a parlé au téléphone. Je pense vraiment, je suis convaincu que Tsipras, avec Dragazakis, Tassakis et d'autres, ont fait leur tournant fin 2012. Et le tournant clé, c'était deux choses qu'ils ont décidé. Un, on n'affrontera pas l'Europe. Deux, on n'affronte pas notre propre bourgeoisie. Ces deux choses-là, on ne les affronte pas. Mais si vous n'affrontez pas l'Europe et que si vous n'affrontez pas votre propre bourgeoisie, les carottes sont cuites, hein, les amis. Il n'y a pas... Simplement, vous ne réalisez pas le changement que vous avez promis aux gens. Alors, peut-être, on peut encore lui mettre à Tsipras l'idée qu'il était naïf et qu'il pensait réellement pouvoir faire ça, mais franchement, quand on voit ceux qui l'entourent et avec qui il dialoguait, et ceux avec qui il a décidé de ne plus dialoguer, je pense que c'était un peu plus que de la naïveté que cela. Maintenant, certainement, ils ont pensé que sur la base du vote, ils auraient une marge de manœuvre qu'on n'aura pas ouverte, mais il est certain qu'ils avaient décidé d'éviter l'affrontement et tant avec la bourgeoisie grecque, c'est-à-dire notamment avec les banquiers grecs, pas simplement les amateurs, et avec l'Union européenne. Et donc là, juste pour terminer, la question maintenant, ils ont été élus avec ce programme, ok. Ce programme n'impliquait pas la sortie de l'euro, il impliquait la rupture de l'austérité, et il impliquait le dialogue avec l'Union européenne et de convaincre l'Union européenne
de convoquer une conférence européenne sur l'annulation des dettes ou la réduction radicale des dettes sur le modèle de l'accord de Londres de 1953. Ça, c'était le programme sur lequel ils ont été mandatés. Ils ont commencé une négociation à partir du 25 janvier. Je pense que c'était mal, évidemment, c'était parti sur de très mauvais rails. Mais ce qu'il aurait été possible de faire, et ce qu'il aurait fallu absolument faire, c'est le 20 février, au lieu de signer cet accord funeste avec l'Eurogroupe, dans lequel il était mis que le mémorandum était prolongé de 4 mois, que le calendrier des paiements de la dette était respecté, que les créanciers seraient tous remboursés selon le calendrier prévu pour les montants prévus, et que la Grèce s'engageait à proposer elle-même des réformes soumises à l'approbation de l'Eurogroupe, à la place de cet accord funeste, il fallait une toute autre politique qui était de dire nous négocions de manière ouverte avec un plan A depuis 3 semaines. Maintenant, face à la fermeture des dirigeants européens, et l'opinion publique européenne peut le constater, naturellement il faut construire une campagne autour de ça pour le démontrer, mais nous auditons la dette, nous suspendons le paiement de manière provisoire, le temps de voir ce que donne l'audit de la dette, nous prenons le contrôle des banques, comme l'a dit Statis. Les pouvoirs publics grecs étaient majoritaires dans les banques grecques, mais n'avaient que des actions dites préférentielles. Les mots sont trompeurs. Une action préférentielle, c'est une action qui ne donne pas droit de vote à l'Assemblée générale des actionnaires. Tandis qu'une action ordinaire, le mot est trompeur, c'est une action qui donne le droit de vote. Et l'État avait décidé de renoncer aux actions ordinaires et d'avoir des actions préférentielles. Donc il était majoritaire mais n'exerçait pas la majorité. Par voie légale, ce que Syriza aurait dû faire avec Annette, c'était transformer par voie légale le statut des actions possédées par l'organe public qui contrôlait les paquets d'actions dans les banques grecques. Socialiser les banques grecques, sachant que de toute façon, l'affrontement allait venir avec la BCE et créer une monnaie complémentaire. Cela allait amener une confrontation. Bien sûr, il fallait la loi contre la crise humanitaire, etc. Ça allait mener une confrontation, mais que l'opinion grecque pouvait comprendre. Ce n'était pas la sortie de l'euro, et ce n'est pas le mandat qu'elle avait donné à Syriza le 25 janvier. Et l'opinion européenne aurait pu commencer à comprendre face au type d'affrontement qui aurait pu avoir lieu. Et là, certainement, ça allait amener, après X mois, à une sortie de la zone euro. Je mentionne cela pourquoi ? Parce que là, c'est à peu près le seul point de débat qui ait eu véritablement entre nous, entre Statis, Kostas Lapavitsa et moi. Je pense que la question centrale n'était pas, vu le programme de Thessalonique, ne devait pas être en février, mars, avril, la discussion sur la sortie de la zone euro. La question centrale était la suspension du paiement de la dette et la création d'une monnaie complémentaire et agir sur les banques grecques. C'était les 3 priorités à côté d'une loi pour affronter la crise humanitaire. Et là, je pense qu'on a manqué de convergence pour comprendre que le point de rupture clé, c'était la question de la dette, et qu'il fallait mettre des forces fort importantes là-dedans à partir du moment où la présidente du Parlement grec annonçait, comme elle l'a fait le 16 février, juste avant la signature de l'accord funeste. Il y a eu une première communication publique après qu'on se soit rencontrés, qu'elle a annoncé clairement qu'elle lançait l'idée, enfin qu'elle s'engageait pour un projet d'audit de la dette grecque. Bon, donc je pense que ce qu'on a vécu en Grèce
s'explique parfaitement par des choix qui ont été faits, pas par impréparation, mais qui ont été faits à partir de la fin de l'année 2012, et que sur la base du bilan tiré de ça, justement pour le plan B, il faut sortir une série de choses claires. C'est pour ça, quand des journalistes me posent la question, dans le plan B, quelle est la position sur l'Union européenne? Je dis très clairement, dans le plan B, il n'y a pas de réforme de l'Union européenne. Parce qu'il n'y a pas de possibilité de réforme de l'Union européenne. Et donc pour moi, dans le plan B, là, il y a un point de débat fondamental avec quelqu'un comme Yanis Varoufakis, qui, avec le manifeste Diem 25, dit explicitement qu'on peut réformer l'Europe. Donc je lui ai proposé une série d'amendements qu'il a refusé d'intégrer, et j'ai décidé donc de ne pas signer son manifeste. Et c'est intéressant le dialogue qu'on a eu, parce qu'il m'a dit qu'il voulait maintenir délibérément l'ambiguïté sur la possibilité de réformer l'Europe, qu'il voulait l'entretenir de manière à pouvoir étendre au maximum les gens qui seraient prêts à soutenir son mouvement et avoir donc une série de pro-européens à bord de Diem 25. Et donc pour moi, ce débat fait partie du plan B, et donc pour moi Varoufakis est un des interlocuteurs dans le plan B, parce qu'il a voté essentiellement contre les mesures du troisième mémorandum, et c'est pour ça qu'il est un interlocuteur, pas pour ce qu'il a fait avant, parce que pour moi il partage la responsabilité tout à fait de la capitulation, de ce qui a amené à la capitulation, mais je pense qu'on doit aller avec une position très claire dans le plan B en disant il n'y a pas de réforme de l'Union européenne possible, et là-dessus je suis totalement d'accord avec Statis. Bon, merci beaucoup pour votre attention.